Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal d'information de la télévision Tchad Info. Quelques titres de l'actualité de ce mercredi 16 août. Le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a organisé un atelier de formation pour renforcer les bureaux pays et les partenaires ce 16 août. L'Union africaine abdiguera ou pas pour une intervention militaire au Niger. En conclave depuis lundi, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ne parvient pas à trancher s'il faut déloger les putschistes nigériens par force ou non. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau comme invité M. Azoudoum Aweina Gédéon, journaliste politique, pour discuter sur la crise nigérienne. M. Azoudoum Aweina Gédéon, merci d'être sur le plateau de la télévision Tchad Info. Je vous en prie, Amit. Alors, pourquoi l'Union africaine ne parvient pas à se décider? Il y a au moins 3 arguments qui plaident pour cette réticence entre les différents membres, 15 qui composent cet organe. Le premier argument que je convoque ici, c'est l'argument qui concerne les principes fondateurs du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. En articles 3 et 4, il est donc défini clairement la mission de cet organe qui consiste en le maintien de paix et de sécurité lorsque, en illustration, un État est sous menace d'un régime quelconque, d'où qu'il vient. En ce moment, le CPS, n'est-ce pas, peut étudier les voies et moyens pour intervenir afin de garantir la paix et la sécurité, des biens et des personnes. Un autre argument, c'est celui qui est lié au fait d'actualité. Vous avez les voisins du Niger qui sont le Mali et le Burkina qui menacent non seulement de soutenir le Niger, mais également de se dessaisir donc de la CEDEAO qui agite ses spectres d'intervention. Pour eux, cette décision d'intervention n'est pas la bienvenue. La CEDEAO veut intervenir. Est-ce que militairement c'est réalisable? Oui, militairement, c'est à ce niveau que pose problème. Tout le monde est d'accord qu'il faut intervenir au chevet du Niger, qui est donc en crise, mais par des voies diplomatiques. Et c'est cet argument diplomatique-là que certains membres du Conseil paix et sécurité font valoir. C'est précisément les représentants des pays de l'Afrique australe, comme Angola, comme l'Afrique du Sud. Pour eux, une intervention militaire surtout n'est pas la bienvenue. Il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier les actions diplomatiques qui respectent donc les principes fondateurs du Conseil paix et sécurité. Mais en cas de rétropédalage, est-ce que cela ne va pas jouer sur la crédibilité même de l'Union africaine? Oui, l'Union africaine aujourd'hui même, elle a perdu les voix. Et on peut plutôt s'intéresser à la question du Soudan. Aujourd'hui, s'il y a une question qui est préoccupante et qui doit faire appel à une mobilisation, c'est la crise qui se trouve au Soudan, où tous les jours, des civils se font massacrer par des individus qui sont aussi des militaires et qui ont pris le pouvoir contre la voix du peuple, mais qui aujourd'hui détruisent les biens et des personnes, sans toutefois que cette Union africaine ne puisse entrevoir des moyens conséquents afin peut-être de rapprocher des belligérants ou de s'interposer afin de protéger les civils. Nous avons l'impression plutôt que ce sont les pays européens, les pays de l'OTAN de manière générale et les pays des Golfe qui s'intéressent à cette crise. Et donc l'on se demande aujourd'hui pourquoi dans un pays où il y a eu un coup d'État, certes contre un régime démocratiquement élu, et ça c'est incontestable, mais que ce coup d'État est accepté par le peuple. Et là, encore une fois de plus, une fois que la paix des biens, la paix des personnes, les biens des individus ne sont pas touchés, en ce moment, il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles il faut forcément utiliser les voies militaires ou des forces d'armée. De ce point de vue, le rapprochement des nouvelles autorités de transition au Niger doit être entrepris de sorte qu'on puisse trouver une possibilité de sortir de cette crise qui peut, de manière
approfondie qui peut affecter également la paix dans d'autres pays voisins. Alors, quelle sera la suite de cette crise nigérienne aujourd'hui? La suite, même si aujourd'hui, la décision du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine n'est pas définitivement rendue publique et que l'on doit rester prudent parce qu'il semble qu'ils sont en train de, par rapport à cette division patente, il faut bien qu'ils essayent de privilégier également des dialogues puisque les représentants au niveau du Conseil paix et sécurité doivent s'entretenir avec leurs chefs d'État des pays respectifs pour dégager une position commune ou non et passer peut-être à une élection. Donc, en ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est évident, aujourd'hui, par rapport à la menace que brandit le Mali, le Burkina, mais aussi la Guinée, qui se dit être prête à secourir le Niger, vous avez également l'Algérie, qui n'est pas favorable à ces plans d'intervention. Nous avons aussi la Mauritanie qui n'est pas favorable. Nous avons même les pays qui se disent prêts à intervenir. Les gouvernements sont contestés également par les parlements. Tout ça là nous fait croire que ça va jouer contre la montre et au finish, il n'y aura pas une intervention. Et en ce moment, les militaires vont s'installer au pouvoir. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est de regarder dans l'avenir pour que on puisse accorder un délai qui soit minimum pour que un régime démocratiquement élu soit mis en place pour ne pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. Mais un plan de guerre, moi je crois que pour reprendre un certain personnage classique d'Andromaque, la guerre de Troie n'aura pas lieu. D'accord. Merci, M. Azoudoum Aouina Gédéon, de passer sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste politique. Merci bien. Le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO renforce les capacités des bureaux pays et des partenaires à travers un atelier de formation ce 16 août. Une rencontre axée sur le transfert monétaire, espèces et coupons. Le point avec Ghislaine Alataroum. Le transfert monétaire est un outil utilisé de plus en plus par FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour venir en aide aux populations vivant dans la pauvreté, dans l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ou d'autres formes de vulnérabilité. Alors que les défis vont crescendo, notamment à cause de la guerre au Soudan et les catastrophes naturelles, pour améliorer la qualité de l'intervention, le renforcement des capacités des bureaux pays et des partenaires paraît comme un des piliers qui favorise cette amélioration. Le programme de transfert monétaire sont des interventions clés pour répondre aux besoins d'urgence, pour renforcer la résilience de la population et dans le cadre d'une stratégie efficace à moyen terme et long terme pour accroître la résilience de communautés locales et prévenir les futures crises de subsistance et de vulnérabilité des populations au Tchad au-delà de réponses d'urgence. Cet atelier permet à la FAO et ses partenaires de renforcer les capacités techniques sur l'approche programmatique, opérationnelle et administrative en matière de transfert d'espèces et de coupons. Aujourd'hui, la résilience des populations pauvres est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les secteurs et surtout le secteur rural pour lequel elle constitue un défi. Nous devrons agir pour rompre la fatalité. En effet, les catastrophes naturelles condamnent encore plus à la pauvreté les populations qui les subissent de plein fouet. Aujourd'hui, la résilience des populations pauvres est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les secteurs et préoccupations, et particulièrement dans le secteur rural pour lequel elle constitue aujourd'hui un défi. La FAO, à titre illustratif, a distribué en 2022 72,2 millions de dollars américains à plus de 3,6 millions de personnes dans 38 pays à travers les modalités de transfert monétaire et coupons dans le cadre d'une centaine de projets. En marge de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre qui a lieu chaque 5 septembre, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mohamed Abdelkerim Hanno, a fait une déclaration dans ce cadre. Je vous propose de suivre un extrait. La question de la protection de l'environnement, la restauration des terres dégradées, la préservation de la biodiversité sont autant
des préoccupations des plus hautes autorités, à leur tête le président de la République, président de transition, chef de l'État général Ahmed Idriss Déby Itno. Le département de l'environnement que nous avons l'insigne honneur de diriger se prépare à lancer officiellement, sous haut patronage de son Excellence le président de la République, chef de l'État, le 5 septembre prochain, la semaine nationale qui permet à chaque Tchadien et chaque Tchadien de prendre conscience de l'importance de l'arbre. L'actualité en bref d'aujourd'hui est accentuée sur 5 points, notamment l'élévation de 16 officiers de l'armée nationale au rang et appellation de général de division. Alatarum Ghislaine nous déroule les autres points. Madame Kotiko Gatangoulou, ambassadeur du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique, a partagé avec la communauté tchadienne aux États-Unis un grand moment de réjouissance à l'occasion de la célébration de la 63e fête de l'indépendance du Tchad. Une cérémonie qui s'est déroulée au New Jersey. Le choix du New Jersey comme lieu de célébration n'était pas anodin. Cette région incarne des valeurs fondamentales de diversité et d'inclusion, reflétant la riche mosaïque culturelle qui compose le tissu social du Tchad. 3 personnes ont été retrouvées égorgées dans 2 villages environnants de la ville de Gorée. Les investigations n'ont pour l'instant rien donné. Les 2 premières victimes sont 2 jeunes éleveurs. Dans la soirée du 14 août, un jeune cultivateur âgé de 22 ans a été lui aussi égorgé par un groupe de 13 présumés malfrats habillés en tenue militaire dans le village Kobo à 13 km de Gorée. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Aziz Mahamat Saleh se trouve à Kélo, dans la province de la Tandilé. Cette visite marque la 5e étape depuis que le ministre a entrepris son périple dans la zone méridionale du pays. L'objectif de cette visite est d'évaluer les difficultés auxquelles font face les médias publics et privés. Le ministre a encouragé les radios privées à diffuser des informations en temps réel et aussi précises que possible. Selon lui, la radio est le moyen de communication le plus rapide pour transmettre un message. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, demande à la France de ne pas s'engager dans une opération militaire au Niger. Une intervention militaire au Niger est désormais rejetée par l'Union africaine. Assez d'amateurisme irresponsable. La France ne doit pas s'engager dans une expédition militaire contre cette décision, a écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Par un décret publié ce matin, 16 officiers de l'armée nationale sont élevés au rang et appellation de général de division à titre exceptionnel. Ces 16 nouveaux généraux viennent s'ajouter à plus de 500 autres. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Asile Khalata, a effectué une visite ce mercredi 16 août sur le site des travaux de construction des digues de Walia dans le 9e arrondissement et du canal de Gassi dans le 7e arrondissement. L'objectif de cette descente est de constater l'avancement des travaux sur les différents sites, celui de Gassi et de Walia. Après évaluation, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Asile Khalata, se félicite de l'avancement des travaux malgré la pluie qui demeure la plus grande menace. Selon lui, sur les 4 tronçons, plus de 50% des travaux ont été effectués, soit 28% par site. En ce qui concerne la construction de la digue de Walia, dans le 9e arrondissement, il estime que l'entreprise en charge des travaux a une échéance de 3 mois avant fin septembre pour finir les travaux. Pour le canal de drainage des eaux au niveau de Gassi, les travaux sont parfaitement faits. L'espoir est permis, ils finiront dans les 2 semaines, a-t-il indiqué. Ce sont au total 4 digues qui sont en construction en N'Djamena. Le tout sur une longueur de 30 km supportée par 22 milliards de nos francs. Ces digues vont permettre de résoudre la problématique d'inondation dans la ville, surtout dans la commune du 9e arrondissement. Merci de nous rester fidèles. L'information continue toujours sur la télévision Tchad Info.